je vais vous présenter brièvement ce que j'appellerais un itinéraire personnel. Voici quelles en seront les étapes. La découverte qu'il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas, dans notre République française. Deuxièmement, je parlerai de la redécouverte du bien. Je parlerai de la redécouverte du bien commun. Je parlerai de la redécouverte de la loi naturelle, en son existence, en son contenu, en ses fondements. Je tâcherai de relier tous ces fils. Et comme il y a beaucoup de matière, je me permettrai d'aller vraiment seulement à l'essentiel, en vous disant, en vous donnant, pour ainsi dire, la distillation de mon expérience et du travail de réflexion que j'ai pu faire depuis maintenant pas mal d'années. Voyez-vous, concernant le premier point, à savoir quelque chose qui cloche dans notre République française, et pas seulement dans notre République française, mais dans tout l'Occident, je dirais ceci. D'abord, je suis issu d'une famille laïque, et même laïciste, n'est-ce pas? Du moins, était-ce la partie laïque et laïciste qui prédominait intellectuellement dans la famille. D'un certain point de vue, les notions de bien commun et de loi naturelle sont malvenues. Le bien, chacun a son bien, et la liberté, c'est que chacun ait son bien. Il faut essayer de faire une justice là-dedans. Le mot de commun, sauf quand on est communiste, trouble fâcheusement, il sent la communauté, le communautarisme. Bref, il n'est pas pas très catholique, si vous me permettez l'expression. Le terme de loi, ça va très bien si la loi est l'expression de la volonté générale. Si par contre on ajoute naturel, d'abord on ne comprend rien, parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi la nature serait morale, et deuxièmement, l'ensemble des deux suppose qu'il y a quelque chose qui va normer la volonté générale, et donc à nouveau, il y a quelque chose qui se bloque, parce que c'est évidemment une conception totalement inconditionnée de la liberté, et qui est le principe fondamental, la liberté définie comme radicalement inconditionnée. C'est-à-dire, en fait, elle prend le statut du conditionnant premier, c'est-à-dire le statut de premier principe absolu. Alors, comme je vous dis, étant issu d'une famille, comme je vous l'ai dit, je crois que, je n'ai pas envie de dire trop de mal de ces personnes dont mon expérience a montré que, au fond, même si je pense qu'elles se trompent, elles veulent faire le bien, souvent, n'est-ce pas? Donc, et l'argument est à peu près le suivant, c'est que s'il y avait une vérité, pour une vérité objective, si vous voulez, en dehors des lois de la nature concernant la pression des gaz et autre chose qui ne font pas de problème particulier, si vous voulez. S'il y avait une vérité objective, il y aurait donc un groupe qui posséderait la vérité. Ce groupe étant légitime, possédant la vérité, imposerait sa vision des choses aux autres. Les autres auraient à la subir, ce ne serait pas drôle. Donc nous sommes dans une situation intolérante, totalitaire, tendanciellement. Il faut bien reconnaître que l'expérience du XXe siècle nous a fourni un certain nombre de cas qui correspondent à cette analyse. Ce n'était pas des religions, n'est-ce pas? Il faut remonter un peu plus haut si on veut trouver des antécédents crédibles dans ce domaine. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'objection est bonne, si l'on veut, mais en même temps, le problème n'est pas résolu, parce que ceci est dit depuis Platon, s'il n'y a pas de vérité, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité.
Et par conséquent, pour la même logique, le groupe qui pense qu'il n'y a pas de vérité devient le groupe dominant, qui détient la vérité, qui donc est légitime et qui par conséquent impose son point de vue aux autres. Et par conséquent, on est au rouet, si vous voulez. Hein. Et il n'y a pas moyen, de sortir de là. Si on veut sortir de là, il faut approfondir, il faut trouver autre chose. Et il faut trouver autre chose. Cette autre chose, évidemment, on ne l'a pas trouvé. En tout cas, Vincent Payon, manifestement, il ne l'a pas trouvé. J'ai lu ses livres, hein, j'ai lu un peu lu son livre sur Buisson, mais sa thèse sur Merleau-Ponty, un travail assez achevé, et puis également son livre sur la République. Bon, c'est une personne cultivée. Alors, il me paraît très clair, si vous voulez, que cette logique politique, qui est une recherche valable de liberté de conscience et de respect des consciences, de liberté religieuse, au fond, à l'intérieur de la société, échoue totalement dans les faits, ce qu'on appelle laïcité, c'est maintenant quelque chose, une morale, comme on dit, une morale laïque, qui n'est pas la morale commune, mais qui est la morale d'un groupuscule, ou d'une sorte de secte, si vous voulez, d'un individualisme libertaire, avec des excès parfaitement extravagants, et qui prétend s'imposer à tous, en plus une religion, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas de morale laïque sans religion laïque. Donc, expliquez-moi en quel sens une religion, et on peut parler de laïcité, c'est-à-dire d'une conception sans Dieu, s'il y a une religion laïque. Tout ceci ne tient pas debout. Donc, en fait, nous sommes en présence, non pas tellement de théorie, mais de constructions sophistiquées à bout de souffle, qui prennent pour des imbéciles ceux qui les entendent et qui sont uniquement ce qu'on appelle en théorie militaire des stratagèmes, si vous voulez. Je suis le général Franco, je décide de défendre ma dictature, même si j'ai trouvé un moyen génial, j'explique ça à mes ministres, je vais dire que ma dictature est la démocratie. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un n'est pas content de moi, je lutte pour la démocratie, j'impose la démocratie. C'est génial, ma dictature reste en place. Nous jouons sur les mots. Vous comprenez ? Bien. Donc maintenant, il s'agit de redevenir des citoyens, c'est-à-dire de sortir de ce jeu de manipulation conceptuelle, de mauvais aloi, retrouver le minimum de bonne foi, hein, et de bon sens qui est nécessaire à la vie en commun, pacifique, au respect mutuel. Bien. Alors, je voudrais vous dire simplement comment j'ai trouvé le bien. J'étais cartésien au sens classique, c'est-à-dire il faut douter de tout, et en particulier de la tradition qu'on vous a enseignée. Moi, je suis un enfant obéissant. Je dis, et un bon garçon qui fait confiance à ses parents, à son papa, à son grand-papa, et dit, grand-papa, ce qu'on m'a enseigné, c'est le cartésianisme, et c'est l'idée qu'il faut douter de tout, en particulier de la tradition. La tradition qu'on m'a enseignée, c'est le cartésianisme. Alors, qu'est-ce que je fais, papa ? Ah non, mais ce n'est pas la même chose. Ah, ce n'est pas la même chose. Alors, je questionne. Le questionnement radical, c'est la philosophie même, c'est la vie de l'esprit. Le doute, aujourd'hui, ce qu'on appelle le doute, c'est plutôt un blocage dogmatique du questionnement radical. Le questionnement radical, c'est la vie même de l'esprit. Je me demande si quelque chose est vrai. Je suis quelqu'un qui doit prendre des décisions graves et sérieuses. Je me demande si c'est bien ce que je fais. La question n'est pas de savoir si j'arrive à convaincre les autres que c'est bien. La question n'est pas de savoir si j'ai ouvert tous les parapluies et si je n'aurai pas d'ennui. Hein, la question, si c'est moi, j'arrive à me convaincre que c'est bien. Et ça s'appelle la conscience, vous voyez. Donc, et c'est la conscience elle-même qui se trouve en face de l'objectivité pour être la conscience. Ce n'est pas la conscience qui se trouverait opprimée de l'extérieur par je ne sais quoi. Elle n'existe pas sans cette objectivité qui la juge elle-même.
par laquelle elle se juge. Donc, je reviens à la découverte du bien. Le père Malebranche disait quelque part que le questionnement radical qui est la vie de l'esprit vient de la lumière, va à la lumière. Questionner, douter, interroger, c'est demander ceci est-il vrai? La notion de vérité est la condition de possibilité du questionnement. Il en va de même pour le bien, pour tout ce qui est de questionnement pratique, comme l'a très bien rappelé Madame le professeur tout à l'heure. Bien, nous ne sommes pas superficiels, nous savons que nous pouvons demander, mais le vrai est-il vrai? Le bien est-il bien? Naturellement, nous le demandons, bien entendu, nous questionnons, nous approfondissons. C'est par là que nous faisons surgir le critère approfondi, en sachant que ce que nous voulons, c'est une vérité vraie, une vérité vraiment vraie, un bien vraiment bien. Et nous pouvons approfondir encore, en disant, mais ce bien vraiment bien, il est vraiment vraiment bien, etc. Oui, et plus nous approfondissons radicalement, et plus nous nous rendons compte que la vie de l'esprit consiste à aller par la réflexion de l'intuition de la vérité absolue et du bien souverain vers la sagesse qui serait la pleine possession de la vérité absolue et du bien souverain. Donc, et c'est là, c'est dans cette trajectoire que se situe justement la vie, l'accomplissement et la liberté de l'esprit. Bien. Donc le bien n'est pas ce dont on doute, c'est ce qui permet de questionner, d'interroger, même de douter. Donc ce bien est une certitude indubitable, précisément parce que nous sommes capables d'en douter et d'en questionner. Donc ça, je crois que c'est Platon, n'est-ce pas? Je sais que je ne sais rien, donc je sais beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses, mais il faut questionner non pas d'une façon sophistique, où la question est faite pour rester sans réponse. Le sophistique ayant juste pour objet comme avantage de permettre de sortir des réponses sans question, mais quand on pose vraiment les questions de fond, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question parce que fondamentalement, Dieu est dans l'homme, d'une manière profonde. Alors je voudrais vous dire maintenant comment j'ai redécouvert le bien commun. C'est à partir de la philia. Alors là, le nom, c'est Aristote. La philia, l'amitié, mais au sens large. La philia, c'est l'amitié qu'on peut avoir pour un camarade de classe, pour un camarade de régiment, un ancien de son collège, quelqu'un qui vient du même village ou de la même ville, etc. Oui, il suffit de dire ça et tout le monde a le sourire, parce que c'est ça la philia, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres civilisés sans la philia. Aristote, vous le savez, n'a pas qu'une morale des vertus, même si la morale des vertus est très importante, et c'est aussi une morale de la philia et de la contemplation. Il consacre à la philia et du plaisir. Et il consacre à la philia les livres 8 et 9 de l'éthique pour son fils. Et la philia, c'est l'amitié, c'est le lien. Il dit d'une manière fort profonde deux choses sur lesquelles j'attire votre attention. La première, dit-il, il n'y a pas de différence entre un véritable ami et un véritable homme de bien. Donc si nous voulons savoir ce que c'est que la morale, il faut se demander ce que c'est qu'un véritable ami. Et nous savons ce que c'est. Par conséquent, il y a bien entendu un socle de valeurs, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ceux qui dirigent la République et qui n'ont pas de morale, n'est-ce pas, qui n'ont pas de vertu, qui ne veulent pas en avoir, ont oublié cela. C'est pas pour cela qu'il faut perdre le sens véritable des choses. Donc, la philia, l'idée qu'on ne peut rien dire de vrai et objectif au sens large du mot sur la morale est tout simplement une erreur. Il est manifeste que dans toutes les civilisations que l'on peut connaître, indépendamment de la règle d'or, l'amitié est reconnue comme une valeur. Cette valeur universelle est une valeur morale. Ce n'est pas simplement un sentiment moral, c'est quelque chose de très profond.
c'est quelque chose qui enveloppe la bienveillance. Une valeur, une notion très importante, par exemple pour les Chinois. La bienveillance, c'est-à-dire l'amour désintéressé ou vouloir le bien d'autrui et non pas le sien propre. Quand, une fois dans sa vie, on a eu des épreuves, on a compté ses amis, on sait ceux qui vous ont lâché, on sait ceux qui vous ont aidé, on sait qui sont vos véritables amis, qui est capable de prendre un risque pour vous, qui est capable de faire un sacrifice pour vous, qui est capable de vouloir votre bien et de venir vous voir même si ça risque de le faire mal voir, etc., etc. La bienveillance. Et on sait aussi quelle tristesse c'est d'être trahi par ses amis. Et donc, ce sont des expériences universelles et il n'y a pas lieu de prétendre qu'elles ne le seraient pas. Personne ne vous croira. Donc, maintenant, Aristote dit aussi que les législateurs, je le dis donc à nos graves législateurs, les législateurs doivent attacher plus d'importance, encore plus d'importance à l'amitié qu'à la justice. Parce que s'il y a la philia, la justice passera toute seule. Elle ira bien. On arrivera à trouver une formule juste. Mais que s'il n'y a pas la philia, eh bien, ce sera difficile. La justice ne sera jamais qu'une guerre froide et le droit deviendra une arme à l'intérieur d'une guerre froide, une technique sans âme qui sera à la fin l'arme du plus fort et du mieux équipé pour opprimer injustement le faible. Donc, la philia, mesdames et messieurs, chers amis, la philia, c'est la matrice des vertus et l'ensemble des vertus considérées adéquatement est la matrice des structures de base de la bonne société. Si vous comprenez, je prendrai vous me direz, et le bien commun? Mais le bien commun, c'est la philia. Si nous sommes amis, notre bien commun, c'est d'abord notre bonne relation. Nous sommes amis, c'est agréable, c'est utile et c'est honorable. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et si notre philia est en plus une agapé, alors c'est même la sainteté. C'est notre lien social, c'est notre bien social, c'est notre bien premier. C'est ça qu'il faut savoir cultiver. Gouverner un peuple, c'est d'abord le tricoter, faire des liens. Non pas assurer la dictature d'une secte, n'est-ce pas, mais ou de groupuscules, c'est vraiment faire que la République soit la chose de tout le monde et pas une chose accaparée par un groupe. Alors, voilà, redécouvrir le bien commun. Le bien commun, c'est la philia et les vertus qui vont avec. Voyez-vous, la bienveillance suppose le bien commun et une idée et qu'il y a quelque chose de commun. Si je dis je veux ton bien et que vous me répondiez mais t'en sais rien de ce que c'est que mon bien, pas envie que tu veuilles mon bien c'est moi qui m'en occupe. Ah mon Dieu, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de possibilité de vivre ensemble. La bienveillance suppose une entente. Rien. Une entente sur le bien. D'autre part, l'amitié elle-même, pour être une chose sérieuse, ne doit pas être contraire à la justice. L'amitié suppose l'estime. L'estime suppose la conscience que la personne, que l'ami reste fidèle au devoir, accomplit ses devoirs. Il y a une objectivité du devoir. Et une objectivité profonde, ce n'est pas simplement une certitude simplement subjective. C'est pas seulement parce que nous arrivons aussi à nous mettre d'accord en disant oui, nous sommes d'accord mutuellement pour reconnaître que nous faisons ce que nous avons à faire. Non, il s'agit de savoir si vraiment nous faisons ce que nous avons à faire. Donc l'amitié est conditionnée.
l'amitié est absolument conditionnée par le devoir, et donc d'une certaine façon, par la loi. Le bien commun, qui est le bien commun de la filia, ne se maintient pas s'il n'y a pas une loi en une objectivité et une loi morale en une objectivité. Tout le théâtre de Corneille est bâti là-dessus. C'est parce que les amants font leur devoir qu'ils peuvent s'estimer et par conséquent s'aimer. Et c'est pour cela que parfois, le fait de se séparer et de ne pas donner satisfaction à l'amour est la manière d'aimer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je passe sur ce point, redécouverte du bien commun. Je crois que c'est à partir de la filia qu'on redécouvre à la fois l'objectivité des vertus et des bonnes structures de la bonne société, et en même temps, en toute dérivation, les règles, les règles morales, si vous voulez, dans lesquelles tout ça peut se formuler. La première loi est donc bien évidemment, il faut chercher le bien. Nous avons redécouvert le bien, n'est-ce pas? La deuxième règle, c'est certainement la filia. Alors, je voudrais vous dire ensuite comment j'ai redécouvert la loi naturelle. J'ai encore du temps? Oui, bien. Eh bien, j'ai redécouvert la loi naturelle. Enfin, je n'ai pas appris l'existence de la loi naturelle. Quand je suis arrivé à Coëtquidan, que j'avais quand même un peu de kilométrage déjà, mais je me suis intéressé à cette notion en venant dans cette école militaire. C'est curieux, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer comment. À partir de la guerre, je trouve que l'expérience de la guerre, ou le fait de la guerre, est un fait anthropologique extrêmement important. Sans doute est-il regrettable, bien entendu, mais il est extrêmement important. Lorsque saint Thomas parle de la guerre, il dit que c'est un péché qui est opposé à la charité. C'est extrêmement intéressant, c'est un péché opposé à la charité et non pas à la justice, comme on pourrait croire. Alors, il est aussi opposé à la justice quelquefois, mais il est surtout opposé à la charité. Donc, et moi, j'aurais tendance presque à retourner la proposition et non pas à dire la guerre est une absence de charité, mais finalement, l'absence de charité, c'est la guerre, n'est-ce pas? Et la guerre, c'est en quelque sorte l'état de nature, en un sens extrêmement profond. Je m'attache ici à la pensée de Hobbes. Hobbes, vous le savez, est un penseur matérialiste, je n'adhère pas à l'ensemble de son système. Il y a toutefois chez lui un noyau, une théorie particulière très importante, qui paraît paradoxale et qui est, à mon avis, d'une valeur scientifique 18 carats. C'est son analyse cette analyse de l'état de nature, et état de nature, droit naturel, loi naturelle. Il dit l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Une violence, une capacité de violence dans l'être humain. Nous sommes des êtres difficilement compréhensibles. En un sens, notre loi, c'est la filia, c'est évident. Nous sommes amicaux, nous sommes capables d'être amis de tout le monde. Nous sommes seuls dans un espace, nous voyons notre semblable. En un sens, nous avons un sentiment de crainte peut-être, mais en même temps, nous sommes contents parce que nous voyons notre semblable. Et en même temps, la lutte de tous contre tous. Ceci est incontestable. Il faut l'état de nature aussi, peut-être, disais-je, parce que l'homme a besoin de vie de grâce. Et ça, c'est vrai. C'est aussi, ça, c'est un élément d'ordre de foi et de théologie, mais qui est extrêmement important. Et si l'homme ne passe pas à l'état de grâce, il aura du mal à sortir de l'état de nature au sens hobbésien du mot. Alors, l'état de nature, état de guerre. Le droit naturel, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce qui produit l'état de nature.
C'est cette philosophie abominable des droits dont vous parlez. Il s'agit des droits au sens hobbésien, c'est-à-dire le droit de faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Parmi tout ce qu'on veut, et on peut faire tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et la seule limite, donc on va envahir indéfiniment le territoire d'autrui au nom de sa liberté, qui est en définitive juste de la violence et de l'égoïsme. Hein. On va hurler à la mort au moment même où on tyrannise autrui en disant que autrui, qui voudrait ne pas être tyrannisé, ne respecte pas notre liberté. Bon, ce sont des ruses, ce sont des stratagèmes, n'est-ce pas? Il faut ne pas prendre trop au sérieux les stratagèmes. Il faut dire, Coco, enfin, parlons sérieusement. D'accord? Bon, t'as compris, tu m'entubes pas. Alors maintenant, on parle sérieusement. Comment on fait pour vivre ensemble? Vous comprenez? Il ne faut pas entrer dans le jeu du stratagème, sinon vous êtes fichu. C'est évidemment un stratagème. Alors, concernant, il y a le droit naturel au sens hobbésien, et puis il y a la loi naturelle au sens hobbésien aussi. Hop, s'appelle loi naturelle, l'ensemble des règles qui ont pour effet d'arrêter la guerre. Et cette loi naturelle est objective. Et ainsi, mes amis, c'est d'abord par la guerre et par les moyens d'arrêter la guerre qu'on découvre la loi naturelle. La loi naturelle, c'est l'ensemble des conditions qui objectivement arrêtent la guerre. Et comme la guerre a des conditions qui sont parfaitement objectives, eh bien, la paix en a aussi. Et qu'est-ce que c'est que notre bien commun? Eh bien, notre bien commun, c'est soit la guerre, si on aime la guerre. Dans ce cas-là, on va avoir une société esclavagiste ou tyrannique, etc. Ou bien, notre bien commun, c'est un bien commun de gens civilisés, on aime la paix. Et dans ce cas-là, notre loi, c'est la loi naturelle. Et le bien commun requiert, qui veut qu'on vive en paix, parce que on peut comment développer une amitié sans que ce soit une amitié pacifique, va exclure la guerre et donc les causes de la guerre. Quels sont les principes de la guerre? Foch les a développés longuement, il y en a qui sont purement tactiques, mais indépendamment des moyens de la guerre, pas les principes de la guerre, les moyens de la guerre sont la ruse et la violence. Bon, la ruse et la force, ou la violence, si vous voulez. La loi naturelle, c'est renoncer à la ruse. Ce qui est honteux dans les discussions qui ont lieu en ce moment, c'est la ruse, le mensonge, la ruse, le stratagème, la communication, comme on dit, qui est tout le contraire de la communication. Parce que le mensonge n'est pas un lien, sauf entre des démons, n'est-ce pas? Parlons sans ruse et sans stratagème, en essayant de vivre ensemble. Ah, si c'est possible, et si vous le voulez, et si nous le voulons, la guerre est toujours possible sinon. Car il y a des choses qu'on ne peut pas permettre et qu'on ne laissera pas faire. Mais il y a un moment où ça casse. Il y a une ligne. Vous savez, la paix, c'est un fil de soie. Il faut savoir s'arrêter au fil de soie. Lorsqu'on coupe le fil de soie parce qu'on va trop loin, après, c'est le fil de l'épée. Ce que disait Raymond Aron, il avait raison, le fil de soie ou le fil de l'épée. Messieurs, attention au fil de soie. La filia est quelque chose qu'il ne faut pas casser. C'est difficile de casser. À un moment donné, on va trop loin, on provoque le divorce. Et après, c'est difficilement rattrapable. Un moment où les relations se trouvent dégradées, trop gravement dégradées. Alors, j'ajoute que le système de l'arbitraire n'est pas seulement arbitraire dans l'ordre culturel, familial, etc., auquel peuvent être sensibles les conservateurs. Il est arbitraire aussi dans l'ordre économique, transformant le capitalisme en une prédation scandaleuse. L'art de faire de l'argent n'est plus le travail des entreprises rendant des services réels à des gens réels. Cela devient un art de faire du pognon avec des procédés magiques, quasiment magiques, avec la sueur et le malheur du peuple. C'est intolérable. Et quant à la démocratie, ça devient en réalité le moyen d'établir sa dictature afin de maintenir cette chose-là.
Nous sommes dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Vous comprenez bien qu'indépendamment du fond particulier des questions concernant l'homme, la femme, le couple, qui est une chose importante en soi, à partir du moment où vous aurez permis aux petits-enfants de penser qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un homme et une femme, vous pourrez leur montrer qu'il n'y a pas de différence entre un salarié et un esclave. Vous pourrez leur montrer qu'il n'y a pas de différence entre la démocratie et la dictature. Et vous aurez détruit les forces morales qui rendent possible l'existence même d'une société libre. Voilà pourquoi nous défendons la République. Voilà pourquoi j'estime qu'en parlant comme je parle ici, et dans ce lieu et à côté de Monseigneur, je suis plus proche des valeurs de mon grand-père que des valeurs de ceux qui le trahissent. Alors, maintenant, concernant encore l'existence de la loi naturelle, je dis ceci, la guerre, renoncer à la guerre, il faut renoncer à la violence et renoncer à la ruse, mais d'abord à la ruse. Parce que la ruse est beaucoup plus importante que la violence. La violence, c'est un bistouri. La ruse, c'est fait l'essentiel du travail. Et vous vous rendez bien compte que c'est le cas. Il faut renoncer à la ruse et parler loyalement. Il y a un principe de la guerre que Foch met en place, et explicite remarquablement, qui est la liberté d'action. Vouloir être le bon guerrier, le bon stratège, le bon tacticien garde sa liberté d'action. Il ôte à l'adversaire sa liberté d'action, il le paralyse par une bonne économie de force, il permet la concentration de force, et il va pouvoir donner le coup qui va mettre KO, qui va obtenir l'effet majeur recherché, juste au bon endroit, au bon moment, parce qu'il aura gardé sa liberté d'action. La guerre, ça consiste à garder sa liberté d'action. Le premier principe de la guerre, c'est de garder sa liberté. Le premier principe de la paix, c'est d'accepter d'aliéner sa liberté. Le premier principe de la paix, c'est accepter de se lier, c'est accepter de s'obliger, c'est accepter d'entrer dans des relations mutuelles d'obligation, stables, contractuelles, décentes, dignes, équitables et obligatoires. N'est-ce pas ? Et c'est ça, c'est dans cet ensemble de devoirs et de liens et de charges qui nous sont confiés que se déploie ce qu'on peut appeler une liberté humaine décente. Bien. Donc ça, c'est sur l'existence de la loi naturelle. Je ne dis pas plus, peut-être. Le contenu, j'en ai dit quand même pas mal. Je voudrais dire 2 mots, peut-être, sur... s'il me reste encore 10 minutes. Oh, c'est une éternité. Alors, parlons, si vous voulez, sur la question des fondements, et d'abord sur la difficulté de concevoir la loi naturelle. Alors là, ma référence, ce ne sera plus Platon, ni Aristote, ni Hobbes. Ma référence, c'est plutôt Bergson. Tous les physiciens ici, et techniciens, et polytechniciens, savent que le physicien étudie les lois de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une nature ? C'est Kant qui dit cela, mais il a raison. Nature, au sens formel, c'est l'ensemble des lois qui la régissent. Au sens matériel, c'est la nature elle-même. La nature se définit par les lois se définissent par les lois de la nature. Bien. Ce sont de lois naturelles et, en quelque sorte, une analyse. Comme les lois relèvent de ce que Aristote appellerait la forme, si vous voulez, n'est-ce pas ? Donc, loi naturelle, il n'y a pas de notion plus rationnelle que celle de loi naturelle. Vous me direz, mais là, vous parlez des sciences, et là, nous voulons parler de l'homme. Justement, Bergson nous dit, trop souvent, nos concepts, notre idée de la raison n'est pas l'idée de l'homo sapiens, mais l'idée de l'homo faber. Il apprécie d'ailleurs l'homo faber. L'homme ouvrier, hein, et pas l'homme sapiens, l'homme sage, l'homme pensant. Il dit avec quelle force, il dit, j'apprécie beaucoup, j'ai la plus grande estime pour l'homo faber, qui fait quelque chose. Il fait, je ne sais pas, des freins,
pour des trains. Ça, c'est un métier, c'est super, c'est un vrai métier, ça, c'est quelque chose, d'être un homo faber. Ensuite, il y a l'homo sapiens. Un homo sapiens, il sait quelque chose sur quelque chose, ça, c'est bien. Et puis, il y a l'homo loquax. Alors, l'homo loquax, c'est celui qui fait de la com, hein, au mauvais sens du mot. La communication, c'est une très belle chose. S'il s'agit de communiquer des vérités et de permettre la création d'un bien commun autour de la recherche de vérité ou de bien. Sinon, la communication, c'est l'homo loquax, l'homme loquace. Bien. Donc, ce que dit Bergson, c'est que les catégories de l'homo faber sont essentiellement la catégorie de l'espace. L'homme enfermé s'enferme dans l'espace, il oublie le temps. Le temps, il le ramène à une dimension de l'espace. Il le ramène à des schématisations qui ont leur légitimité, hein, mais en fait, ce n'est plus vraiment temporel. Un ensemble à 4 éléments, c'est aussi facile à concevoir qu'un ensemble à 1000 éléments. Donc, on peut imaginer 1000 dimensions de l'espace si ça m'amuse, simplement c'est autre chose, n'est-ce pas ? C'est une conception purement algébrique. Le temps, si je dis le temps, c'est une flèche. La flèche, si je la regarde comme une structure géométrique particulière sans dynamisme et sans temps qui passe, elle n'est plus dans le temps, elle est en dehors du temps, elle est dans l'instant ou dans l'éternité. Donc, en fait, il y a une expérience de la durée. Cette expérience de la durée est absolument fondamentale. C'est elle que nous éliminons trop souvent. La raison pour laquelle notre pensée objective est réductionniste et réductrice et n'arrive pas à prendre en compte la réalité de l'homme et la réalité du bien, c'est que nous éliminons la durée. Une fois que nous réintégrons la durée, la vie, nous la commençons à la voir. La création, l'esprit peut-être, en tout cas la mémoire, le rapport entre la matière et l'esprit devient un rapport plutôt entre la mémoire et le temps. Et en fait, ce n'est pas le temps qui est dans l'espace, c'est plutôt l'espace qui est dans le temps. Et cette façon dont l'espace est dans le temps est extrêmement mystérieuse. La façon dont l'espace se lie au temps, c'est extrêmement difficile. Un ancien grec disait « le temps, c'est l'âme ». Formule d'une extraordinaire profondeur et extrêmement obscure aussi, il faut le dire, mais qui donne, je crois, à penser. Bref, il me semble que la nature, c'est pas seulement de l'espace, c'est pas seulement de l'espace-temps en mathématiques. La nature, c'est aussi de la durée, c'est de la vie. Et par conséquent, les lois de la nature, ce ne sont pas simplement des formules, des équations mathématiques, mais avec à l'intérieur une variable qui est le temps. C'est aussi, et de manière très objective, parce que le temps est quand même un phénomène, hein, il fait partie du phénomène intégral, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est un élan orienté, avec un ordre, et ça a quelque chose à voir avec la vie. Et donc, voyez-vous, on parle de la loi, lorsqu'on parle de la loi naturelle, c'est vraiment la loi d'une nature, n'est-ce pas ? Et vous me direz, mais l'homme n'est pas une planète. Oui, je sais bien, la planète tourne selon les lois de Newton, enfin en gros. Hein, et supposez une planète qui soit autoconsciente. Bien, autoconsciente de sa loi, autoconsciente des lois auxquelles elle obéit, et vous commencez à vous former une idée de ce qui fait la spécificité de l'être humain. C'est-à-dire, ce n'est pas un être qui n'est pas une nature, ce n'est pas un être qui n'a pas de loi, parce que toute nature a des lois. C'est un être qui a une nature, mais qui est autoconscient de sa loi. Et le fait de devenir autoconscient de sa loi et d'agir d'après l'autoconscience de sa loi, ça fait aussi partie de sa nature, au sens large. Il y a quelque part, je crois que c'est dans le Philèbes de Platon, une formule mystérieuse par laquelle il définit l'homme. Je n'ai pas eu le temps de la revoir, mais il dit l'homme, c'est un cosmos suspendu à une idée pure par
l'intermédiaire d'une pensée qui se pense, quelque chose comme cela. Et c'est là, vous avez la nature de l'homme, une sorte de cosmos, parce que l'organisme est une sorte de cosmos en lui-même, un organisme, mais un organisme qui ne fonctionne que parce qu'il pense, parce qu'il juge, parce qu'il s'adapte moyennant un raisonnement qui est social, donc qui suppose un langage aussi à l'intérieur d'une société. Et donc l'homme, c'est ce pouvoir de juger, n'est-ce pas? Ce pouvoir de connaître est un pouvoir de juger et qui est la condition de la vie de l'homme. Et ce pouvoir de juger, comme nous l'avons vu, il obéit, il est en même temps animé par il est un moment, partie d'une vie spirituelle qui va de l'intuition de la vérité absolue à la recherche de la vérité absolue. Donc c'est ça l'être humain. C'est pour ça que le corps de l'homme n'est pas un objet ou une machine. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux. Il faut voir une danseuse étoile ou que sais-je. C'est une chose absolument prodigieuse déjà que d'avoir un corps organisé. Mais que ce corps organisé soit en quelque sorte structuré de manière à se subordonner de manière assez spontanée à des décisions, des décisions qui sont des actes d'esprit visant une objectivité et susceptible d'avoir une validité absolue en se référant à des critères absolus. Ça, c'est l'homme. Et la loi naturelle, c'est la loi de cette nature de l'homme. Et l'homme prend conscience de sa loi. Il voit donc qu'il il doit chercher la vérité, il doit faire le bien, il doit chercher le bien commun, qui est la filia. Tout ceci, il le sait. Il sait, mes amis, aussi que sa nature est bonne. Il sait que sa nature est bonne. Puisque, moi, en tant que pouvoir de penser, pouvoir de connaître, hein, n'est-ce pas, je suis tellement lié à la notion du souverain bien. Pas seulement moi, Henri, mais n'importe lequel d'entre nous. Ou ceux qui sont au dehors, très loin, et qui même qui ne pensent pas comme nous sur des tas de trucs. Je suis tellement lié au bien et au souverain bien. Comment ma nature et toute la réalité même toute ma nature, tout ce jeu qu'on crée, qui est moi-même, incluant mon corps, ma sensibilité, mon intelligence, ma raison, ma volonté, comment tout cela ne serait-il pas bon en tant que intégré dans la vie de ce pouvoir de juger qui n'a d'existence que par le bien, par son rapport au bien. Et on comprend aussi parfaitement que la loi naturelle consiste à avoir des comportements qui soient en cohérence avec cette visée du bien, avec l'honnêteté intellectuelle de la recherche du vrai, en ce qu'il a de plus radical, avec toutes les valeurs particulières qui constituent la vérité, c'est-à-dire l'exactitude, la précision, la clarté, la profondeur, etc., la critique, la rigueur. C'est magnifique que ces idéaux qui sont des idéaux réels, des idées forces qui portent la vie de l'esprit humain. Donc, notre nature est bonne. Comment, donc, la loi naturelle ne consisterait-elle pas à cultiver cette nature qui est bonne? Vous me direz, mais nous ne sommes pas qu'une nature. Oui, en effet, nous sommes ce qu'on appelle une personne. La personne, ce n'est pas seulement le jeu, ce n'est pas le tout d'une nature. Ce jeu, il inclut notre corps, il inclut notre vie, il inclut nos relations sociales, et ce jeu, c'est un jeu qui pense, un jeu rationnel. Je pense, c'est une très bonne définition concrète de l'homme, n'est-ce pas? Je pense. Mais je pense, je suis. Alors, je suis. C'est là que, à mon avis, la christologie est très importante et nous donne des clés sur l'homme. Si on gardait seulement la philosophie, je ne crois pas qu'on discuterait beaucoup sur ces sujets. On dirait je suis, bah oui je suis, c'est bien. Là, quand on fait de la christologie et qu'on se demande comment le Christ est-il un, et comment le Christ est-il vraiment homme, comment est-il vraiment Dieu,
on se demande, là, on s'interroge sur l'acte d'être du Christ. Alors on regarde ce que raconte saint Thomas sur le sujet, on regarde les synthèses dogmatiques de l'excellent père Nicolas, oui. Et puis théologie des saints, du bon père Lettel, et des choses comme cela. Voyez-vous, si je me trompe, si je dis des hérésies, je me rétracterai tout de suite. Ne pas la prétention que la philosophie puisse décider des choses dans ce domaine. Mais il me semble que je, c'est la nature, et suis, c'est la personne. Et que bien sûr, comme l'être et l'essence sont à la fois distincts et inséparables dans la créature, et bien ainsi le sont le je et le suis à l'intérieur de l'être humain. Donc, et donc, je pense qu'il faut probablement chercher le fond sans fond de la dignité de l'homme, non pas simplement dans le fait que sa nature est à l'image de la nature divine, au sens où elle est spirituelle, volontaire, intelligente, etc., etc., mais aussi dans le fait qu'il y a en l'homme ce nœud de la nature et de la personne, et qui fait qu'il est si profondément à l'image de Dieu dans ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus révélé. Voilà, je vous remercie.